Bientôt 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous regardez le fil info de France Info. On va ouvrir une page consacrée à la réforme des retraites avec les débats parfois houleux qui se poursuivent à l'Assemblée nationale. On va prendre justement la direction de l'Assemblée nationale pour la traditionnelle séance de questions au gouvernement. Et on attend d'abord une question du député MoDem Jean-Paul Mattei, député des Pyrénées-Atlantiques, d'Aïc, dans une ambiance, on la rappelle, houleuse. Oui, après on rappelle l'incident hier, Aurélien Saint-Toul qui traite d'assassin Monsieur Dussopt, qui s'excuse. A priori, il n'aura pas de sanction supplémentaire qu'un rappel dans le procès verbal et qui conditionne d'ailleurs une retenue sur son indemnité, du quart de sa indemnité. Mais a priori, la majorité ne veut pas poursuivre là parce qu'il s'est excusé. Donc l'incident est clos. Et du coup, Monsieur Mattei, qui est le patron du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, va poser une question sur cette ambiance-là à l'Assemblée nationale, à laquelle va répondre la Première ministre. C'est d'usage quand un président de groupe prend la parole. Et donc, ça sera l'occasion de Madame Borne de commenter ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle et les derniers jours de débat qui ont été plutôt mouvementés. Puis ensuite, on écoutera une troisième question, celle d'un écologiste, là, sur un point d'étape, sur la réforme des retraites. Mais tout d'abord, voilà, on va évoquer ce climat qui est dans l'hémicycle depuis quelques jours. Et pour évoquer ce climat, j'accueille Stéphane Peu, bonjour. Député Parti communiste de Seine-Saint-Denis. J'accueille également Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Député MoDem des Yvelines. Alors sur ce climat justement à l'Assemblée nationale, Laurent Berger, patron de la CFDT, disait c'est un spectacle lamentable pour les Français. Vous avez conscience en ce moment de pas forcément donner la meilleure image des députés aux Français ? Oui, non, mais oui, on peut pas se satisfaire du débat à l'Assemblée. Il y a de multiples raisons. Je voudrais pas qu'on retienne qu'un seul facteur, qui peuvent être, par exemple, les propos outrancieux ou injurieux qu'ont pu tenir quelques députés. Il y a aussi, d'emblée, le cadre qu'avait choisi le gouvernement pour faire étudier la réforme des retraites. Je le rappelle, jamais une réforme de retraite dans notre pays n'a été étudiée par une loi de finances rectificative qui contraint dans le temps, qui peut permettre d'ailleurs de faire passer la loi sans le vote de l'Assemblée par le simple jeu des ordonnances. Donc il y a une méthode singulière qu'a choisi le gouvernement qui n'est pas pour rien non plus dans le climat. Mais après, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne les députés communistes, nous sommes opposés radicalement sur le fond à cette réforme, mais nous le faisons avec nos mots et notre façon de faire. Image en direct de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui s'exprime avant la première question. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première d'entre elles va être posée par le président Mattei pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Cette question s'adresse à vous, Madame la Première ministre. Depuis maintenant plus d'une semaine, nous débattons sur le projet des réformes de retraite, essentielles pour préserver notre système par répartition. Nous assistons démunis à une forme de dérive de notre vie politique dans laquelle, comme un miroir grossissant de notre société, on peine à débattre du fond et nous nous arrêtons trop souvent à l'agression de l'autre camp. Même si je dois souligner que les outrances de certains de nos collègues ne nous engagent pas et on doit les dénoncer. Je veux d'ailleurs, par ces quelques mots, remercier et saluer Olivier Dussopt pour la compétence et la dignité dont il fait preuve dans ces débats. Vous le savez, les députés démocrates, comme beaucoup dans cet hémicycle, sont particulièrement sensibles au respect de la démocratie et la forme, souvent, vient déterminer le fond. Pour nous, l'une des origines de ce mal est le mode de scrutin majoritaire qui oblige à combattre un adversaire lors de l'élection, attitude difficilement réparable pendant le mandat. Aucune véritable alliance de long terme n'est possible si ce n'est des arrangements électoraux qui ne sont jamais bâtis sur les accords de fond. Au-delà de la stratégie adoptée par certains de bloquer les débats par des milliers d'amendements et une attitude qui nous empêche de débattre et d'éclairer les Français sur les enjeux de la réforme, ainsi, il nous semble urgent de mettre en route la réforme de nos institutions
pour remettre le citoyen au centre du jeu démocratique et nous permettre très certainement de retrouver un débat apaisé où chacune et chacun a les moyens de s'exprimer. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du travail transpartisan sur nos institutions ? Pourriez-vous nous donner un calendrier ainsi que la méthode intégrant les parlementaires qui sera retenu pour ces débats qui, nous semble-t-il, sont de plus en plus urgents et nécessaires pour sauvegarder notre démocratie. Merci beaucoup, Président Mattei. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Paul Mattei. En juillet dernier, dans ma déclaration de politique générale, j'avais affirmé la volonté du gouvernement de répondre à la crise démocratique que traverse notre pays et plus largement notre continent. Les raisons de cette crise sont multiples. Elles sont notamment institutionnelles. La représentativité est essentielle à la vitalité de notre démocratie. Et je sais que ce sujet vous tient à cœur et qu'il importe particulièrement à votre groupe. Mais réfléchir à nos modes de scrutin, c'est s'interroger plus globalement sur le fonctionnement de nos institutions. Le président de la République a lancé des consultations sur la revitalisation de notre démocratie et la réforme de nos institutions. Comme il s'y était engagé, tous les groupes parlementaires seront associés à cette réflexion. C'est ensemble que nous devons construire l'avenir de nos institutions. Mais Monsieur le Président Mattei, votre question, vous l'avez dit, s'inscrit dans un contexte particulier. En élisant une assemblée sans majorité absolue, les Français ont envoyé un message clair. Ils ont demandé des compromis, ils ont demandé des débats fondés sur les arguments et les idées. Et alors que votre Assemblée discute en ce moment même de notre projet pour les retraites, un texte important pour l'avenir de notre pays, que voient nos compatriotes ? Un débat empêché par la multiplication d'amendements qui rendent impossible l'examen de la totalité du texte, empêché par la multiplication des injures, des invectives et hier même les accusations les plus graves, empêché par les attaques personnelles odieuses sans aucun lien avec le fond du texte. Et je veux à mon tour redire tout mon soutien à Olivier Dussopt. Alors pensons aux Français qui nous ont élus. Ce débat est-il à la hauteur ? Pensons aux Français qui n'ont pas été votés. Ce débat est-il de nature à leur faire retrouver le chemin des urnes ? La démocratie, c'est la diversité des opinions et le respect de chacun. La démocratie, c'est le refus de l'outrance et l'attachement à la vérité. Monsieur le Président Jean-Paul Mattei, je partage votre inquiétude sur la tenue des débats et sur l'image qu'elle donne de la démocratie. Mais je veux croire qu'il n'est pas encore trop tard. Pas encore trop tard pour que les amendements de blocage soient retirés, permettant un vrai débat de fond. Pas encore trop tard pour un débat franc, mais jamais insultant. Pas encore trop tard pour renoncer aux outrances, être à la hauteur de la mission que nous ont confiée les Français. Il est encore temps de montrer que nous sommes capables de nous opposer, parfois vivement, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Si nous y parvenons, il n'y aura qu'une seule gagnante, la démocratie. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. La parole est à Monsieur Thomas Ménager pour le Rassemblement. Voilà, vous venez d'entendre la Première ministre Elisabeth Borne qui n'a pas épargné les députés de la France Insoumise. Daïk, on retiendra aussi l'une des images du jour, cette ovation debout pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Oui, alors il y avait déjà eu hier soir, mais il y en a une à nouveau. C'est d'ailleurs l'occasion de cette question. C'était avant tout de rendre hommage à Olivier Dussopt et sous couvert évidemment d'une question sur la réforme institutionnelle. C'est un chantier que met en place Emmanuel Macron en ce moment. Il a rencontré Yael Braun-Pivet ce midi. Hier, Gérard Larcher, il prépare le coup d'après les retraites en disant oui, il y a des crispations sur ce dossier des retraites. Ça veut dire que notre démocratie va pas bien et donc il va apporter des solutions. C'est une façon de répondre aussi peut-être à la défiance qui s'exercera si jamais le projet sur la réforme des retraites passe
dans les conditions dans lesquelles ça se déroule. Mais c'était aussi l'occasion, évidemment, pour Elisabeth Borne de lancer un dernier appel, un dernier coup de pression auprès des oppositions, notamment de gauche, pour mener le reste des débats sur cette réforme jusqu'à vendredi, pour que ceci se passe le mieux possible sur la forme et sur le fond, qu'on puisse aller au fond en enlevant encore d'autres amendements. Ça a déjà été fait, mais elle souhaite que ça aille plus loin pour permettre la tenue des débats. Merci Daïk. En duplex de l'Assemblée nationale, Antoine Lomand, député La France Insoumise de l'Essonne. Bonjour, merci d'être avec nous. Elisabeth Borne vient de frapper très fort sur les députés La France Insoumise, qui sont, selon elle, coupables d'accusations les plus graves, coupables d'outrance, d'injures, d'invectives. Un débat empêché, dit-elle. Est-ce que vous concédez que certains membres de votre groupe vont trop loin en ce moment, ont une mauvaise attitude dans l'Assemblée nationale ? Alors j'ai entendu Madame Borne nous dire que la démocratie c'est d'abord la vérité, et dans ce débat on a un peu l'impression que le gouvernement refuse de nous dire la vérité, notamment sur ces 1 200 €. Qui touchera à la fin les 1 200 €? C'est la question que nous posions hier à Olivier Dussopt. Il a refusé de nous répondre, et c'est à ce moment-là que l'un de nos députés a eu un mot qui effectivement a dépassé le cadre et pour lequel il s'est excusé. Mais je veux bien que nous revenions sur cette question-là. Quand même, à la fin, un ministre doit répondre normalement aux parlementaires. Et par ailleurs, le mensonge qui a été celui du gouvernement pendant plusieurs semaines a été répété, y compris par des journalistes qui désormais s'en plaignent. J'ai vu notamment Madame Salamé dire que les journalistes devaient eux aussi faire un examen de conscience sur le sujet, puisqu'ils n'avaient pas réussi à obtenir en réalité le vrai chiffre sur ces 1 200 €. Donc là, on a un sujet qui est un sujet crucial, et comptez sur nous pour continuer à questionner le ministre Olivier Dussopt sur ce sujet, parce que nous avons besoin d'avoir une réponse. Enfin, c'est le principal argument quand même de cette réforme des retraites, c'est on va améliorer les petites retraites. Si même ça c'est faux, alors vraiment il y a zéro raison de faire cette réforme des retraites, et de toute façon il y a zéro raison de faire cette réforme des retraites. D'ailleurs, et j'en conclurai là-dessus, c'est la raison pour laquelle Elisabeth Borne, contrairement à ce qu'elle dit, je finis juste sur ça, mais contrairement à ce que dit Elisabeth Borne, elle ne souhaite pas en réalité que nous continuions l'examen du texte. Parce que là, nous arrivons sur la question du financement précisément. Et elle ne veut pas que nous parlions de ça. Je me permets d'insister sur ces mots hier de votre collègue député de La France Insoumise, qui a donc traité d'assassin Olivier Dussopt. Vous nous dites juste simplement aujourd'hui, je reprends vos mots, il a dépassé le cadre ? J'ai dit qu'il avait présenté ses excuses, mais vous savez, aujourd'hui, un député de la majorité, Monsieur Fuchs, vient de traiter les députés insoumis en gros de terroristes. Il dit que nous sommes dans un comportement qui rappelle celui autour de l'affaire Samuel Paty. Ce sont des propos qui sont honteux. Priorité donc, au direct. Je vous coupe, on va écouter une question en direct à l'Assemblée du député Benjamin Lucas, député écologiste. Des retraites. Vous l'avez perdu le 19 juin dernier, quand les Françaises et les Français ont refusé à Emmanuel Macron les pleins pouvoirs dans cette Assemblée pour appliquer son programme présidentiel. Vous l'avez perdu dans la rue devant un mouvement social uni, puissant. Vous l'avez perdu dans l'opinion publique, comme en attestent quotidiennement les sondages qui nous parviennent. C'est le résultat de votre pédagogie. Plus vous expliquez la réforme, plus les Français la comprennent. Plus les Français la comprennent, plus ils la rejettent et la combattent avec nous. Car oui, les Françaises et les Français comme nous aspirent à travailler mieux, à travailler moins, oui, à travailler moins pour travailler tous. Et nous célébrions hier d'ailleurs l'anniversaire des 35 heures, mesure jadis soutenue par Olivier Dussopt, l'actuel ministre du Travail. Alors, Madame la Première ministre, ma question est simple. Il n'est pas trop tard pour apaiser le pays et éviter le blocage. Quand allez-vous renoncer à voler aux Françaises et aux Français 2 années de vie en bonne santé? Quand allez-vous retirer votre réforme? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lucas, vous nous posez des questions, je vous en rétorque une. Nous avons un système de retraite qui est déficitaire de 12,5 milliards en 2027, de 15 milliards en 2030, de 20 milliards en 2035 et de 25 milliards en 2040. Nous avons un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui dit que si nous ne faisons rien, le niveau de vie des retraités va baisser par rapport à la population active. Est-ce que vous promettez aux retraités actuels la pauvreté et aux retraités futurs l'absence de retraite? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Lucas.
Monsieur le ministre, en vous entendant, je mesure que ce qui nous oppose n'est pas simplement une divergence comptable, pas seulement une opposition sociale, c'est un véritable combat moral. Car oui, nous considérons qu'il est profondément immoral de voler aux Françaises et aux Français 2 années de vie et 2 années de vie en bonne santé, de précariser les femmes, celles et ceux qui ont des métiers pénibles, pendant que, à coup d'offrandes fiscales, vous permettez à une infime minorité de privilégiés dans ce pays d'accumuler les richesses et de s'accaparer les ressources. Monsieur le ministre, voilà la réalité aujourd'hui du débat qui nous oppose, un débat d'égalité, un débat de justice. Eh bien, nous entendons que vous êtes droit dans vos bottes, comme jadis, hier, d'autres l'étaient. Croyez-moi, à la fin, vous retirerez cette réforme. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre du Travail. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez une conception du combat moral qui parfois me stupéfait. Cela fait 10 jours que vous défendez des amendements, là pour défendre le régime spécial de la Banque de France, ailleurs pour supprimer un alinéa technique, là encore pour enlever un adverbe, là après pour remplacer le nom de l'index par l'idée d'une feuille de salade. Autant d'amendements qui n'ont strictement rien à voir, rien avec le sujet, rien avec l'intérêt des Français, rien avec la sauvegarde du système de retraite. La réalité, monsieur le député, vous savez ce qui nous sépare? Ce n'est pas une question de moralité. C'est une question de responsabilité. La responsabilité de préserver un système par répartition. La responsabilité de préserver un système de solidarité intergénérationnelle. La responsabilité de préserver le pouvoir d'achat des Français et en particulier des retraités. La responsabilité de prendre des décisions quand il le faut pour que demain, elles ne soient pas plus difficiles encore à assumer. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Michel Castellani pour le groupe Lyot. Voilà, vous venez d'entendre la réponse du ministre du Travail, Olivier Dussopt, dont la voix est manifestement fatiguée par la dureté des débats en ce moment à l'Assemblée nationale. Je reviens vers vous, Bruno Millienne, député donc MoDem des Yvelines. C'est un combat moral, a dit le député écologiste qui a interpellé le ministre du Travail. On est en train de voler 2 années de vie aux Français. Quand vous entendez la force, la détermination des anti-réformes des retraites, est-ce que vous doutez parfois du bien fondé de cette réforme? Je ne doute pas d'une chose, en tout cas, c'est qu'il faut sauver le système par répartition, et qui lui est largement déficitaire, parce que dans les chiffres qu'on donne pas, il y en a un qui m'interpelle et dont on ne parle pas, et qui est plus important encore. C'est-à-dire aujourd'hui, le système par répartition de notre système de retraite est payé par les cotisations à hauteur seulement de 79%. 21%, c'est un abondement de l'État, donc un abondement de vous, de moi, et cela représente 30 milliards d'euros. Enfin, si je mets à part effectivement ce que l'État a demandé pour la branche famille, pour ces choses-là, mais pour les régimes spéciaux ou et je le regrette, pour la fonction publique et fonction territoriale qui est en déficit, c'est 30 milliards d'euros par an. Vous nous parlez économie, mais beaucoup de Français vous parlent philosophie de vie. Là, on ne parle que de dépenses. Si c'était le coût des 12 milliards de dépenses ou des 17 milliards de dépenses, c'est pas un problème. Il faut qu'on trouve un système pour pérenniser ce système de retraite financièrement. On n'en a pas trouvé d'autres. On connaît que 3 leviers. Moi, si j'en réfère à la proposition, et je fais la différence dans la NUPES, entre les communistes, les socialistes, les écologistes et la France insoumise. Si on prend le programme de la France insoumise, c'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Déjà, que fait-on de la loi Touraine, qui fait passer quand même à 43 annuités les cotisations? Ça coûte 85 milliards d'euros par an. Même en prenant tout le patrimoine des milliardaires qui font travailler des centaines de milliers de personnes, leur patrimoine et leurs entreprises, on tient moins de 7 ans. Dites-moi où on va. Alors, monsieur, là, c'est un débat sur les retraites. Là, actuellement, ce débat, il va se finir à vendredi minuit. Monsieur Peu, Madame Borne l'a encore répété, là, à l'instant, elle demande aux oppositions de retirer des amendements pour qu'on puisse discuter d'un maximum d'articles du projet de loi et au moins jusqu'à l'article 7. Est-ce que vous, la NUP, vous allez encore faire tomber, comme on dit, des amendements pour accélérer les discussions? D'abord, vous, la NUP, ça veut rien dire. J'ai bien fait la différence. Excusez-moi, il y a 4 groupes. Non, mais il y a des fois vous nous dites que vous êtes ensemble, des fois vous nous dites que vous êtes pas ensemble. Non, mais c'est comme l'intersyndical. Il y a un intergroupe. Quand vous interviewez Monsieur Berger, vous dites pas vous l'intersyndical, vous dites vous la CFDT. Bon, la NUP, c'est comme une intersyndicale politique, si vous voulez. Et donc, pour le groupe communiste, nous, on a un nombre d'amendements qui est relativement limité. On souhaite on retirera peut-être quelques amendements. Mais enfin, là, on va aborder, à partir de ce soir, j'espère, la partie recette. Comment voulez-vous que l'on fasse valoir dans ce débat sur les retraites, qu'on éclaire les Français sur les solutions alternatives? Parce que réformer le système de retraite, tout le monde est pour.
Mais là où on diverge, c'est sur les moyens de le réformer. Nous, on pense qu'on peut, sans allonger de 2 ans la durée de départ à la retraite, on peut combler les problèmes de financement d'une autre manière que ce que propose le gouvernement. Et vous voudrez qu'on se prive de ce débat pour aller directement à l'article 7. Alors, on va essayer d'aller à l'article 7, mais je rappelle, je suis désolé de vous le dire, mais je rappelle qu'il y a une procédure accélérée de ce débat qui a été choisie par le gouvernement et qui est quand même la première cause des difficultés. Puis ensuite, ça se terminera pas vendredi soir. Ça va se terminer pour la première lecture à l'Assemblée, ça va aller au Sénat, puis ça reviendra à l'Assemblée. Et pendant ce temps-là, le débat dans le pays va se poursuivre. Enfin, je voudrais juste attirer votre attention sur le climat à l'Assemblée nationale, parce que j'ai lu ce matin dans Libération une interview très intéressante de Jean-Louis Debré. On peut pas dire que c'est quelqu'un de la NUPES, d'aucun des 4 groupes. Enfin bon, Jean-Louis Debré, il dit, enfin, quand même, soyons raisonnables. Il y a beaucoup de gens qui regardent les débats à l'Assemblée avec des pudeurs de gazelle. Il dit de tout temps, c'était pareil. Voilà qui dit de tout temps, on peut. Alors, il y avait moins de télé, moins de réseaux sociaux, il y avait moins d'écho médiatique. Mais enfin, il rappelle quelques épisodes lointain et plus récent des débats à l'Assemblée nationale où il dit, moi, quand j'étais président de l'Assemblée, j'ai fait souvent appel à des huissiers pour empêcher des agressions physiques au sein même de l'hémicycle. La question, c'est que dans une démocratie, à partir du moment où le pays est dans des contradictions vives, et je ne justifie pas les propos outranciers, loin de là, je les ai condamnés avec mon groupe, mais à partir du moment où on est dans un pays qui est un peu à vif, où il y a des contradictions, on le voit bien depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a des tensions très fortes, il faut que ça puisse s'exprimer dans la Chambre de la représentation du peuple. Voilà, et on n'est pas là à l'Assemblée nationale pour boire la tisane entre nous, ou boire le thé de 4 heures. C'est pas la Chambre des Lords, c'est la Chambre des députés du peuple. Non, mais ça, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Peu. Après, il y a des différences d'expression au sein des différents groupes politiques. Oui. Stéphane le sait, je suis pas le dernier à être un adversaire assez coriace, et des fois, il y a des noms d'oiseaux qui fusent. Il le sait très bien. On a toujours eu, je pense en tout cas avec le groupe GDR, donc les communistes à l'Assemblée nationale, des fois des combats costauds, mais toujours respectueux les uns des autres. Oui, bien sûr. Viril mais correct. Viril mais correct, comme on dirait en rugby. Là, ce qui me pose problème, c'est que, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis parano, mais ce que je vois de ce qui se passe dans le groupe de la France Insoumise, et c'est pour ça que je mets pas les 4 membres de l'intersyndicale, comme a dit Stéphane Peu, dans le même sac, c'est que je pense que c'est une stratégie voulue, développée par Jean-Luc Mélenchon, de semer le chaos où qu'il passe. Oui, mais Bruno Millienne, Monsieur Mattei, le président de votre groupe, quand il dit la proportionnelle, la démocratie, bon. Mais enfin, franchement, quand un président de la République a été élu avec moins de 30% des inscrits, qui a été élu face à l'extrême droite grâce à un front républicain, et qui dit ensuite, ma réforme, elle a la légitimité de l'élection pour passer, franchement, c'est pas mettre de la tension et c'est ne pas falsifier le vote démocratique des Français. C'est pas une raison pour ériger tout ça en stratégie bien définie pour semer le chaos absolument partout où on passe. Alors, on peut s'opposer, on s'oppose. Dieu sait si on s'oppose. Sur beaucoup de textes, on peut le faire avec respect. Mais le président de la République met beaucoup de tension. Demander la réaction d'Antoine Loman. Bruno Millienne disait il y a quelques instants, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est de semer le chaos. Qu'est-ce que vous répondez ? J'aimerais poser une question à Monsieur Millienne. Est-ce qu'il condamne les propos de Bruno Fuchs, qui a assimilé les députés de la France Insoumise à des gens qui commanditent des attentats? Absolument. Vous condamnez les propos de Monsieur Fuchs, Antoine Léaumont, qui est de votre groupe? Absolument. J'ai aucun souci là-dessus. Eh ben très bien. Et donc, moi je les commande fermement, contrairement à vous. Du coup, précisément, quand nous présentons, nous, des excuses, je pense que la moindre des choses serait qu'ensuite, nous puissions continuer à aller dans la suite du débat. Je condamne les propos, c'est clair. Être une manière normale de faire les choses. Écoutez, oui, mais précisément, vous en avez eu. Donc maintenant, si on revient sur le fond. Par ailleurs, Monsieur Millienne, je vous ai entendu dire 2 choses fausses. Tout à l'heure, Madame Borne parlait de l'importance de la vérité. Vous avez dit 2 choses fausses. La première, c'est que vous dites, il y a 79% du système des retraites qui est financé par les cotisations, 21% par l'État. Ce chiffre est faux. Et il est dans le rapport du corps. Ce que dit le rapport du corps, c'est qu'il y a effectivement 79% qui sont financés par les cotisations. Mais vous oubliez, si on a lu la même page, vous oubliez qu'il y a 5% qui sont dus aux cotisations du capital. Et cette partie-là,
justement, on pourrait décider de l'augmenter. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui permettent en partie de faire augmenter la contribution des revenus du capital au financement du système de retraite. Mais par ailleurs, si vous voulez, j'en finis là-dessus, si vous voulez simplement qu'on reste sur les cotisations, c'est tout à fait possible. Il y a des mesures simples, par exemple, augmenter les salaires. C'est une mesure qui augmente à la fois les salaires, c'est quand même sympathique quand il y a de l'inflation, et deuxièmement, qui augmente les cotisations. Par ailleurs, il y a aussi la possibilité d'augmenter sensiblement les cotisations en même temps qu'on augmente les salaires. Et que, donc, les salaires nets augmentent tout en participant davantage au financement du système de retraite. Vous savez, les Français sont d'accord avec ça. Ils ont été interrogés par sondage, ils sont d'accord avec ça. Deuxième mensonge. Vous dites la retraite à 60 ans avec 40 annuités, ça coûte 85 milliards d'euros. Votre chiffre vient de l'Institut Montaigne, institut libéral qui raconte à peu près n'importe quoi la majeure partie du temps. Ce financement, nous l'évaluons, nous, bien à un niveau bien inférieur, et vous pourrez aller sur le site de l'Institut La Boétie pour regarder la note qui vous propose le financement de cette retraite à 60 ans avec 40 annuités. Vous voyez, monsieur Minguet, il faut juste préciser que c'est l'Institut que vient de fonder Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Bah oui. C'est un institut qui est... Mais écoutez, c'est tout à fait possible. Nous avons des chercheurs et des économistes qui participent à cet institut, de même que la Fondation Jean Jaurès a été longtemps liée au Parti Socialiste. Enfin, vous refusez, dès lors qu'il s'agit d'économistes comme les nôtres, qui sont proches de nous, vous refusez d'écouter ce qu'ils disent. Enfin, quand monsieur Zemmour vous dit notamment qu'on peut financer cette retraite à 60 ans avec 40 annuités, il faut l'écouter. Je parle de l'économiste Zemmour, je ne parle pas du politique Zemmour, n'est-ce pas? On va laisser Bruno Méliel répondre. Nous arrivons ici dans la... Attendez, je finis juste. On arrive juste dans la partie financement. On arrive justement là où on va faire des propositions alternatives pour ne pas avoir à repousser l'âge légal de la retraite. C'est pour ça que vous n'avez pas envie d'en parler. Mais monsieur Léaumont, moi je refuse pas d'en parler. Si on regarde bien le nombre d'amendements qui ont été déposés, je vais vous faire la démonstration avec l'incident qui s'est passé hier. Il y avait une quinzaine d'amendements qui étaient défendus par la NUPES, dont certains qui étaient très intéressants, c'était des identiques, c'était sur l'index senior pour le durcir, parce que vous considérez que ne pas le durcir ne sert à rien. Bon, ça mérite une discussion au fond. Une seule personne de votre groupe a défendu cet amendement. C'est Aurélie Trouvé. Tous les autres se sont servis de ces amendements en discussion commune pour parler de tout et de n'importe quoi. Vous enlevez tous les amendements qui ne servent à rien, que les amendements qui vont au fond. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. On va arriver sur les recettes. Vous me parlez des 1 200 € de retraite pour les minimum pour les retraités. Allons à l'article des recettes le plus vite possible. Enlevons les amendements qui servent à rien. Je veux même faire le nettoyage chez moi. On n'en a déposé que 29, mais je veux bien faire le nettoyage chez moi pour qu'on aille le plus vite possible. Sur ce point, c'est ça que je ne comprends pas. Sur ce point précis, on rappelle donc que la France Insoumise a retiré 1000 amendements, alors qu'on a un petit problème de connexion avec l'Assemblée nationale. On va en retirer 9000. Il faudra en retirer 9000. C'est en tout cas ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Stéphane Peu, vous saluez déjà cette initiative de la France Insoumise de retirer 1000 amendements? Non, mais franchement, on est dans un débat à l'envers. On est sur on est dans une discussion sur une proposition de loi. C'est pas au président à la présidente de l'Assemblée nationale d'abord d'intimer l'ordre. Le droit d'amendement, c'est un droit constitutionnel du député. Bon, donc que le gouvernement retire la méthode de la loi de finances rectificative et ses délais contraints, et on prendra le temps comme ça s'est fait dans toutes les réformes des retraites. Mais vous cautionnez ces amendements d'obstruction? Mais c'est pas, je cautionne pas les amendements d'obstruction. Nous n'en faisons pas. Moi, si vous voulez, j'en ai un peu assez d'être interrogé sans arrêt sur ce que font les autres, jamais sur ce qu'on fait nous. Enfin, je suis désolé. Moi, je suis un député communiste. Tous les amendements qu'on a déposés à l'Assemblée nationale sont des amendements soit qui contestent au fond cette réforme, qui est très contestable, soit qui font des propositions pour une réforme alternative. Alors justement, si vous voulez, si on pouvait un peu arrêter de commenter le propos des uns, les propos des autres, la décision de ceci, la décision de cela. Enfin, franchement, on est dans un débat sérieux. Il y a 9 actifs sur 10 qui refusent cette réforme des retraites, 70% des Français, et vous voudriez un débat à l'Assemblée nationale en 2 coups, 3 mouvements, en 48 heures, sans qu'on puisse en discuter. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, c'est une démocratie qui respecte les pays et les Français, qui sont actuellement mobilisés et opposés à cette réforme, que de prendre le temps à l'Assemblée nationale, dans la Chambre des représentants du peuple, d'en débattre sereinement et correctement. Alors, je vais reprendre un peu la question que je vais vous poser. On voit dans tous les sondages que les Français sont majoritairement opposés à cette réforme. Je vais vous poser une question un peu naïve, mais
Est-ce que vous, quand même, à un moment donné, vous n'êtes pas un petit peu embarrassé quand vous voyez l'ampleur de cette mobilisation ? Moi, mon embarras, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer vraiment le fond de notre réforme, effectivement, et qu'il faut qu'on sauve. Problème de pédagogie ? Pas que de pédagogie. Je pense qu'on n'a pas eu assez d'exemples concrets. Et c'est là où les oppositions ont plutôt été bonnes. Et puis, en plus, vous voyez comment s'organise le débat. Le débat s'organise de manière, grâce à ces amendements que je dis, moi, d'obstruction, qui permettent un long tunnel de monologue, finalement, des oppositions pour asséner toujours les mêmes vérités. Leur vérité, en tout cas, que nous, on peut considérer comme des mensonges. Vous pouvez essayer de détricoter tout ce qu'ils font. Le verre est rentré dans le fruit. Après, c'est très compliqué de le faire. Pour revenir sur le fond et pour répondre à Monsieur Peu, je suis désolé, les 2 dernières réformes des retraites, et c'est pas rien, la dernière réforme des retraites, c'était l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans. La loi Marisol Touraine. Pas la dernière réforme. Je sais plus dans quel sens il y a eu les amendements, mais sur les 2 dernières, il y a eu 600 et 800 amendements. Stéphane Peu, on en est bien loin. On est parti à 20 000 amendements. Oui, mais c'est moins d'amendements que la précédente réforme des retraites qui a été avortée, celle d'Édouard Philippe, où il y avait eu beaucoup plus d'amendements qui avaient été déposés. Mais il y avait énormément d'amendements d'obstruction. Oui, ou la réforme Fillon. Quel que soit. Jean-Louis Debré rappelait la réforme sur le CPE. Il y avait eu 86 000 amendements à l'Assemblée nationale. Il y en a eu bien plus en 2019. Et il n'y avait pas la NUPES. Enfin bon. Non, mais quelle que soit la durée, là on sait. Alors après, on peut contester effectivement le choix du gouvernement. Je l'entends, de passer par le PLFSSR. Ça, j'entends complètement que vous le contestiez. Une fois qu'on est dedans, pourquoi n'allons pas nous directement au fond des choses? C'est la seule question que je pose. Mais le fond franchement, des choses, avec les 900 amendements qu'il y a, l'indice senior qui était l'objet du débat d'hier et de vendredi. L'indice senior, c'est pas rien. On explique, par exemple, qu'une partie des recettes pour le financement des retraites, ce serait d'améliorer. Une partie des recettes pour améliorer les retraites, ce serait d'améliorer l'emploi des seniors. On est tous d'accord. Le gouvernement répond à un index senior dont tout le monde s'accorde à dire qu'il va pas servir à grand chose. Il a été demandé par la CFDT quand même. Oui, mais d'accord. Mais il était demandé par la CFDT un index pour savoir exactement ce qu'il en était et pour pouvoir opérer un certain nombre de sanctions. Sauf que vous êtes arrêté en chemin. C'est-à-dire, il y a un index. Il y a une sanction si vous remplissez pas l'index, c'est que les entreprises de plus de 300 salariés. Vous souhaitez que les entreprises soient sanctionnées si elles ne jouent pas le jeu de l'emploi des seniors? Si vous voulez, vous avez parlé du nombre de ça a baissé. Maintenant, c'est pour les entreprises au moins de 50 salariés. Oui, mais c'était une des avancées du débat parlementaire. Bien sûr, comme quoi il est utile. Comme quoi il faut bien passer du temps à discuter, à amender. Ça fait partie de nos amendements de baisser à 50. Donc ça sert à quelque chose. Donc le temps du débat. Et le problème, c'est que, si vous voulez, il y a en plus, dans l'étude d'impact de cette loi, beaucoup de non-dits. Moi, j'ai entendu Eric Woerth, qui est le père de la loi précédente, dire comme ça, doctement, devant tout le monde, les députés, la loi que j'ai fait voter en 2010, passant de 60 à 62 ans, ça a favorisé l'emploi des seniors. La seule étude sérieuse qui a été faite par l'INSEE, qui est ni la Boétie, ni l'INSEE, dit en 2017, dit exactement l'inverse. La réforme Woerth, passage de 60 à 62 ans, elle a produit en 2017, avec 7 ans de recul, il pouvait faire une analyse, plus 15% de chômeurs chez les plus de 50 ans, chez les seniors. Voilà, c'est ça la réalité. Donc il y a, contrairement à, donc c'est là-dessus qu'il faut éclairer les Français. Et c'est parce qu'ils sont éclairés, parce que c'est leur vie quotidienne, qu'ils refusent massivement cette réforme des retraites, dont ils savent qu'elle est profondément injuste. Sur l'emploi des seniors, si en reportant l'âge de départ légal, vous nous dites ça va nous permettre de faire baisser l'emploi des seniors. C'est ce qui a été mécaniquement constaté dans tous les pays qui ont augmenté l'âge de départ. Sauf en France. Sauf avec la réforme Woerth. Sauf en France, selon l'étude de l'INSEE. Mais là, j'ai un point d'accord avec Stéphane Peu et un point de désaccord. Le point d'accord, c'est que tout est lié. Le travail et la retraite sont liés. D'accord? Là, c'est une réforme, on peut le dire, paramétrique. C'est une réforme budgétaire des retraites. C'est pas la réforme des retraites comme on avait voulu la faire en 2019 et qui a mis tant de monde dans la rue. Et moi, je maintiens que c'était sûrement le meilleur chemin qu'on devait suivre. On est en désaccord là-dessus aussi. Mais la retraite par points, telle que voulue encore une fois par la CFDT, c'était vraiment la chose qui pouvait nous sortir de ce problème de financement de nos retraites et de sauver le système de répartition. Je mets ça de côté. Demain, nous aurons un travail très important à faire et Stéphane Peu le sait. Il va falloir qu'on ait un texte vraiment sur l'adaptation au travail et à la façon dont les gens perçoivent le travail aujourd'hui. À l'intérieur de ce texte,
il est très important, et je vais me dire capital, il est capital qu'on appuie très fort sur le travail des seniors. Mais pas que. Il est capital qu'on appuie très fort sur la formation professionnelle et les passerelles tout au long de la vie. Moi, j'ai répondu à un de mes collègues de la France Insoumise sur un autre plateau qui voyait une caissière rentrer à 20 ans dans un supermarché, finir à 64 ans dans un supermarché. C'est pas ma vision, moi. C'est pas ma vision de la société. Mais ça existe. Oui, mais ça existe, mais c'est pas ma vision, Stéphane Peu. Oui, non, moi, si je peux faire changer les choses et faire en sorte, grâce à notre travail en commun, qu'on puisse arriver à trouver des passerelles à ces gens-là pour ne pas les assigner au même métier toute leur vie, eh bien, on aura réussi quelque chose. Mais ça sera dans un texte sur le travail. C'est pas sur le texte sur la retraite. Alors, peut-être qu'on va me dire, oui, tu déportes encore le problème plus loin. J'entends bien les critiques, mais c'est pas à l'intérieur de ce texte-là qu'on pourra le faire de toute façon. Débattons au fond de ce qui reste à débattre au fond. Mettons des idées sur la table, même si elles ne seront pas retenues, mais qu'on puisse les reprendre autour de ce texte très large sur le travail et sur la façon dont on aborde le travail aujourd'hui. Vous voyez bien que les jeunes n'abordent pas la façon de travailler aujourd'hui comme on l'abordait nous. Enfin, en tout cas, moi. Bon, il faut aussi comprendre ce qui se passe dans la société et proposer un texte sur le travail qui soit en cohérence et avec la vision qu'ont les gens aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, nous, on est très inspirés par la façon dont Ambroise Croizat, à la Libération, définissait la retraite par répartition, puisqu'il en a été le concepteur dans le gouvernement du général de Gaulle. Il disait, pour résumer en une phrase, la retraite ne devra plus être dans notre pays une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Et il déclinait ce que c'était qu'une nouvelle étape de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la retraite était comme un salaire continué, le retraité pouvant, bien sûr, prendre du recul par rapport aux contraintes du travail, et à la prescription du travail, mais pouvait aussi être socialement utile, ce qui ne se calcule et ne se compte jamais. Parce que quand vous êtes gouverné par des gens qui réfléchissent que comme des comptables sur tous les sujets, on ne compte pas ce que rapporte à la société. C'était pas le même contexte démographique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de retraités que d'actifs. C'était pas la même. C'est un élément à prendre en compte. Mais vous aviez un pays qui était 10 fois plus pauvre. Il était exsangue, il sortait de la guerre, il était à genoux. Et on faisait ça, et on faisait la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a un pays beaucoup plus riche avec une productivité beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, un salarié français produit 3 fois plus qu'un salarié français dans les années 70. Donc ça contribue à la création de richesse dans notre pays. Mais quand vous avez 48% des présidents d'associations dans notre pays qui sont des retraités, quand vous avez 50% des élus locaux qui sont des retraités, quand vous avez un nombre innombrable de crèches qui sont pourvues, entre guillemets, par des grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Qui compte ça comme apport à la société et à la vie sociale du pays, d'avoir une retraite en bonne santé à un âge raisonnable? Bon, ce qui est terrible, c'est que sur la finalité, sur l'objectif, en tout cas au groupe démocrate, on n'est pas loin de partager ce que dit Stéphane Peu, et je pense pas que ça soit de nature à l'étonner d'ailleurs quand je dis ça. Le problème, c'est sur les moyens pour y arriver. On n'est pas tout à fait d'accord. C'est vrai que là, il va falloir, et c'est pour ça que je compte aussi sur ce grand texte sur le travail, pour qu'on puisse avoir des convergences là-dessus et qu'on puisse avancer. Parce que, on rappelle, c'est un texte qui sera prévu normalement au printemps prochain. Oui, au printemps prochain, sur lequel est déjà en train de travailler Olivier Dussopt. Mais voilà. Après, c'est vrai que sur la sauvegarde de notre système par répartition, on est diamétralement opposé, diamétralement frontal, on n'est pas d'accord du tout. Mais même sur le volet recettes... on va en discuter aujourd'hui, j'espère. Juste sur le volet recettes, vous avez... D'un mot, vraiment. Oui, un mot. Vous avez diminué les taxes sur la rémunération par dividende. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens se financent plutôt en dividende qu'en salaire. Au nom de quoi un dividende perçu ne cotiserait pas aux caisses de retraite au même rang, au même niveau que les salaires. Mais monsieur Peu, cette seule proposition, c'est 20 milliards. Monsieur Peu, vous pouvez pas dire à un démocrate, vous pouvez pas parler de dividende à un démocrate. Je vous rappellerai pas ce qui s'est passé au PLF. Voilà, merci. Alors on s'éloigne. Je voudrais donner la parole à Antoine Léaumont. Vous êtes toujours avec nous en direct de l'Assemblée nationale sur l'emploi des seniors. Vraiment pour conclure en une minute, sur l'emploi des seniors, qu'est-ce que vous préconisez? Eh bien, écoutez, en une minute, cet index senior ne sert absolument à rien, et nous avions d'ailleurs déposé un amendement de suppression, donc on va pas nous faire le reproche ensuite d'essayer de l'améliorer et de le transformer en quelque chose d'utile. Nous voulions, nous, le supprimer. Par ailleurs, il va être jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Mais je voudrais dire quand même une chose, parce qu'on entend beaucoup parler du nombre d'amendements que nous avons déposés. Il faudrait quand même pas oublier que c'est le gouvernement qui utilise un véhicule législatif qui contraint le temps. Et par ailleurs, nous, on a une proposition. On parle sans arrêt du droit à la paresse, mais enfin, c'est quand même les députés macronistes
macronistes qui veulent pouvoir partir en vacances à la fin de la semaine. Il y a une semaine de vacances prévue normalement en février, les Français le savent pas. Nous, on propose de continuer les débats. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, on continue. Nous avons du temps pour débattre et nous sommes prêts à débattre. Que les députés macronistes acceptent de continuer à débattre la semaine prochaine et vous verrez, nous aurons le temps d'aller à l'article 7, à l'article 8, à l'article 9, à l'article ce que vous voulez, mais en tout cas, arrêtez d'être paresseux, débattez la semaine prochaine et vous verrez que nous avancerons sur le texte avec des propositions de financement alternatives. Et je dis à mon camarade Stéphane Peu, si on taxait les dividendes comme le travail, c'est pas 20 milliards, c'est 48, 4 fois la réforme des retraites. Vraiment d'un mot. Vraiment d'un mot sur les vacances la semaine prochaine. Monsieur Léaumont, c'est pas très sérieux ce que vous dites. Vous nous taxez de pas vouloir travailler, on travaille autant que vous. Franchement, si vous aviez, et je les ai étudiés vos amendements, si vous aviez eu que des amendements au fond, on passait sur les 2 semaines. Donc ne racontez pas des mensonges aux Français, soyez gentils. Merci beaucoup pour ce vif débat et passionnant sur la réforme des retraites dont l'examen se poursuit en ce moment à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les 4.